Bon, je suis pas sûre que ça marche. En ce moment, les enregistrements ne fonctionnent pas très bien. Je sais pas ce qui se passe. Alors, on y va pour l'exercice 2. Donc, question 1. Représentation des charges. Alors, j'ai rajouté si D est du même ordre de grandeur que les rayons des sphères. Alors, pourquoi? C'est parce que si les sphères sont proches l'une de l'autre, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle un phénomène d'influence. Vous avez vu ça en cours. Alors, ce qui va se passer, c'est que si les charges sont, par exemple, de même signe et qu'elles sont toutes les deux chargées positivement, eh bien, vous voyez que les charges vont avoir tendance à s'éloigner au maximum. Les charges positives de B vont aller le plus loin possible des charges positives de A si elles sont toutes les deux chargées positivement. Maintenant, si QA et QB sont de signes contraires, eh bien c'est la situation inverse qui se produira. C'est que les charges négatives de B, si c'est B qui est chargé négativement, vont venir se mettre en face de A et les charges positives de A vont venir se mettre en face de B. Voilà. Donc on a, si la distance qu'il y a entre les deux sphères et du même ordre de grandeur que les rayons, eh bien, on va pouvoir observer un phénomène d'influence. Donc, soit des charges de même signe, ça aurait pu être des charges négatives sur les deux. Alors, si c'est des charges de même signe, eh bien, elles vont aller migrer le plus loin possible de l'autre sphère. Et si c'est des charges de signe contraire, eh bien, elles vont venir se mettre en face de l'autre sphère. Voilà. Alors maintenant, deuxième question. Est-ce qu'on peut calculer le potentiel à mi-distance entre les centres des deux sphères? Alors, on ne pourra le faire que si, alors ce qu'on sait faire jusqu'à maintenant, c'est calculer le potentiel produit par une sphère qui est uniformément chargée. Donc, pour que ce soit une distribution de charge uniforme, eh bien, il faut qu'il n'y ait pas de phénomène d'influence. Et pour qu'il n'y ait pas de phénomène d'influence, eh bien, il faut que les deux sphères soient séparées par une distance qui est très grande devant chacun des rayons. Donc, si D est très grand devant A, si D est très grand devant B, eh bien, il n'y aura pas de phénomène d'influence, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de charges qui vont migrer pour aller se mettre le plus loin possible ou se rapprocher si c'est des charges négatives. Eh bien, pour ne pas observer le phénomène d'influence, pour que la répartition des charges soit uniforme, il faut que D soit très grand devant petit a et D très grand devant petit b. Est-ce que c'est clair? Bon, je considère que oui. Alors, à ce moment-là, si on est dans cette... alors, j'ai pas lu votre question. D'accord. Ok. Alors, si on est dans cette situation où la distance est très grande devant les rayons, eh bien, on va pouvoir calculer le potentiel, faire exactement ce qu'on a l'habitude de faire pour une sphère chargée en surface avec une distribution de charge uniforme, une distribution de charge qui est constante. Eh bien, à ce moment-là, ben, on applique ce qu'on a déjà observé quand on a fait le calcul du champ et du potentiel produit par une sphère. Alors, on avait trouvé que le champ et le potentiel produit par une sphère uniformément chargée en surface avait la même expression que si c'était une charge ponctuelle concentrée au centre de la sphère. C'est-à-dire que à la distance d sur 2, eh bien la sphère A va produire donc en un point qui serait ici à mi-distance entre les deux centres. Eh bien la sphère A va produire un potentiel KQA sur D sur 2, d'accord? Et la sphère B va produire un potentiel KQB sur D sur 2. C'est-à-dire que je vais avoir 2K
QA sur D, plus 2K QB sur D. Alors, je mets 2K sur D en facteur et j'obtiens un potentiel qui vaut moins 180 volts. Voilà. Alors, je suis dans la situation alors je me suis un petit peu trompée dans la numérotation des questions, hein. Ici je suis déjà au début de la question 3. Dès que ça devient une application numérique, on vous dit dans ce cas, calculer ce potentiel et celui de chacune des sphères compte tenu des données suivantes. Donc avec D égale 2 mètres, petit a et petit b égale à 3 cm. Donc on a des sphères qui ont le même rayon. Donc c'est plus du tout ce dessin-là. Donc vous rajoutez, je vais noter. Donc, alors c'est dans l'exercice 2. Voilà. Alors, on passe donc au potentiel de chacune des sphères. Eh bien, le potentiel de la sphère A, alors d'abord, c'est le potentiel qui existe parce qu'elle est chargée, parce qu'elle a une charge QA. Donc, son potentiel, on a déjà vu ça, vous revoyez le TD, alors j'ai pas l'exercice sous les yeux, mais le TD sur, il me semble que c'était l'exercice 17, le TD sur les sphères concentriques, on avait calculé le champ dans chacune des régions et on avait calculé le potentiel. Et on avait trouvé que le potentiel sur chacune des sphères, c'était le potentiel qui est dû à sa charge. Donc pour la sphère A, le potentiel qui est dû à sa charge, c'est KQA sur A. C'est-à-dire que tout se passe comme si toute la charge était concentrée au centre de la sphère. Alors, c'est pas tout. Il y a aussi le potentiel qui est dû à la présence de B, même si B se trouve à 2 mètres, eh bien, il a quand même une part du potentiel qui va être KQB sur D. Alors évidemment, vous voyez bien que D étant ici très grand devant petit a, eh bien je vais avoir cette contribution au potentiel qui va être très faible devant celle-ci. Alors on a, si on avait fait juste le calcul pour le potentiel qui est dû à la charge de A, eh bien on aurait trouvé 3000 volts et ici on trouve, alors le deuxième terme, il me semble que c'est 45, je sais plus. Donc on trouve, non c'est moins 45, on trouve 2865 volts. Alors pour le potentiel VB, eh ben c'est pareil. Il y a d'abord le potentiel qui est dû à la charge QB. Donc la sphère B, même si elle était toute seule, le simple fait qu'elle soit chargée va lui donner un potentiel. Et ce potentiel, c'est le même que si la charge était concentrée au centre de la sphère. Donc c'est KQB sur B. Alors le deuxième terme, eh bien c'est le potentiel qui est dû à la présence de A. Alors A se trouve à la distance D. Donc elle va se comporter comme une charge ponctuelle qui va donner un potentiel KQA sur D. Et la somme de ces deux champs, de ces deux potentiels, excusez-moi, ça va être moins 8955. Alors ici, ce terme-là, il vaut moins 9000 et ce terme-là vaut plus 45. Voilà. Je me suis trompée tout à l'heure. Ce terme-là vaut 3000 et ce terme, il me semble que c'est 135. Je crois que c'est 135. Voilà.
Est-ce que c'est bon? Je peux continuer ou pas? Bon, alors, question 4. Donc, la numérotation des questions une fois 5, c'est pas 3, ici, c'est 4. On relie la sphère B au sol, reprendre les mêmes questions après avoir déterminé la nouvelle valeur de la charge de B, QB'. Alors, on relie B au sol. À chaque fois que vous reliez un conducteur au sol, eh bien, il se met, puisque vous le reliez à la terre qui est au potentiel 0, eh bien, les deux ensemble vont former un seul et même volume équipotentiel. Ça veut dire que le conducteur B va se mettre au potentiel 0, puisqu'il est relié à la terre et que le potentiel de la terre, c'est 0. Alors, on va pouvoir calculer cette charge résiduelle QB' qui va rester sur le conducteur B. Alors, comment on fait? Eh bien, on va écrire notre potentiel, notre nouveau potentiel VB, qu'on va appeler VB', qui sera égal à 0. Et dans ce potentiel VB', eh bien, il sera égal au potentiel VB dans lequel je remplace la charge QB par cette nouvelle charge QB'. De l'autre côté, pour le conducteur A, il n'y a rien eu de changé, il n'est relié à rien, donc sa charge était QA, elle reste QA, d'accord? Son rayon était petit a, il reste petit a. Donc, je cherche le potentiel VB'. La seule chose que je connais de ce potentiel VB', c'est qu'il vaut 0 puisque B est relié à la Terre. Donc je réécris mon potentiel qui était QB sur petit b plus QA sur D. Eh bien, je remplace QB par QB', la nouvelle charge de B. Donc K QB' sur B plus KQA sur D égale 0. Et ça me donne la valeur de la charge qui reste sur B. Alors, vous voyez que quand on fait le calcul, alors on va avoir ce terme-là opposé à celui-là, d'accord? Il y a le facteur K qui est des deux côtés, donc ça me donne une relation assez simple entre QB' et QA. Alors, QB' va être égal à moins 1,5 moins 10 coulombs. Alors, regardez bien quelle était la valeur initiale de QB. C'était moins 3, 10, moins 8. D'accord? Alors, on peut considérer que cette quantité de charge qui va rester sur B, elle est vraiment très, très faible. D'accord? Elle est de l'ordre du centième ou du 2 centième de ce qu'il y avait initialement sur la sphère B. Alors, on vous demande de recalculer les mêmes grandeurs, c'est-à-dire le potentiel à mi-distance et le potentiel de la sphère A, puisque le potentiel de la sphère B, je sais d'avance que c'est 0, je n'ai pas à le recalculer. Alors, le potentiel à mi-distance, c'est le potentiel qui est dû à la charge QA. Donc, je suis quelque part ici à mi-distance entre A et B. Donc, je vais avoir KQA sur D sur 2 plus KQB' sur D sur 2, c'est-à-dire que je vais avoir 2K sur D multiplié par QA plus QB'. Alors, le potentiel qu'on va trouver, eh bien, ça sera 90 volts. D'accord? Alors, regardez, ce qu'on avait tout à l'heure, c'était moins 180 volts. Mais tout à l'heure, j'avais une charge négative qui valait moins 3, 10, moins 8 d'un côté, et une charge positive qui valait 10, moins 8 coulombs de l'autre. Donc, c'est normal que le potentiel soit négatif, puisque c'est la charge, on est au milieu de la distance, donc la charge qui va
donner le signe du potentiel, ce sera la charge la plus grande en module. Hein. Et comme c'est QB qui est la plus grande, eh bien le potentiel est négatif. D'accord? Par contre ici, eh bien la charge QB' est négative, mais elle est très très petite devant la charge QA qui est positive. Donc c'est parfaitement logique que je trouve un potentiel positif. Alors maintenant, le potentiel de la sphère A, eh bien, c'est d'abord le potentiel qui vient de sa propre charge, c'est-à-dire KQ1 sur A, plus le potentiel qui est dû à la charge QB' qui est restée sur le conducteur B. Alors, ce terme-là est très très faible parce que QB' est déjà très petit, c'est quasiment 1/100 de QA, et que la distance D est très grande par rapport au rayon petit a. Donc ce terme a deux raisons d'être beaucoup plus petit que le terme KQA sur A. Et ce qu'on trouve finalement, le résultat, c'est que tout se passe comme si la sphère QB, la sphère B n'était absolument pas chargée. C'est-à-dire que la charge qu'elle porte est tellement faible que cette charge n'aura aucune influence sur le potentiel de la sphère A. Voilà. Voilà, c'est fini pour l'exercice 2. C'était un exercice plutôt qualitatif pour se remettre un petit peu en mémoire ce qu'on a vu des phénomènes d'influence en cours. Voilà, avec un petit calcul de potentiel. Bon, bah, si vous n'avez pas de questions, c'est bon? Je peux passer à la suite ou pas? Bon. Alors, je passe à l'exercice 4. Alors, vous constatez que je traite pas l'exercice 3 parce que l'exercice 3 est un exercice très très simple et très scolaire. Il y a aucune réflexion à faire, c'est mécanique, vous avez des condensateurs en série, en parallèle, et puis on vous demande les capacités des condensateurs équivalents, et on vous demande un calcul de charge et d'énergie. Bon, ça présente pas d'intérêt. Bon, si vous voulez le faire, faites-le. Je pourrais peut-être vous donner les valeurs numériques qu'il fallait trouver. Mais bon, c'est un exercice banal. Hein. On va plutôt faire l'exercice 4 qui est un petit peu plus intéressant. Alors, l'énoncé, c'est le suivant. Dans le circuit de la figure ci-contre, tous les condensateurs sont initialement sans charge. Premièrement, calculer la charge de chaque condensateur lorsqu'on lorsqu'on ferme l'interrupteur K1 et que K2 reste ouvert. Alors, regardez bien votre circuit. J'ai redessiné mon circuit ici. J'ai fermé l'interrupteur K1 et j'ai laissé l'interrupteur K2 ouvert. D'accord? Alors, si K2 est ouvert, il n'y a aucune liaison entre le point D et le point E. D'accord? Ils ne sont pas liés. C'est comme si je mettais rien entre le point D et le point E puisque l'interrupteur est ouvert. Alors, deuxième question, calculer ces charges lorsqu'on ferme aussi l'interrupteur 2. Alors, on va commencer par la première question. Donc, l'interrupteur K1 fermé, K2 ouvert, c'est-à-dire que les points D et E ne sont pas reliés entre eux. Alors, je cherche donc, ma question, c'est calculer la charge de chacun des condensateurs. Alors,
ça va être la figure du milieu. C'est une simplification de mon schéma ici, puisque l'interrupteur K2 est ouvert et que les points D et E ne sont pas reliés, ben j'ai supprimé le dessin de l'interrupteur K2 entre D et E et je redessine mes condensateurs. Alors, j'ai quoi? Eh bien, j'ai le condensateur C1 qui est en série avec le condensateur C2. Et j'ai, sur l'autre branche, le condensateur C3 qui est en série avec le condensateur C4. Alors, il ne faut pas hésiter à redessiner le schéma quand vous faites des transformations pour trouver les condensateurs équivalents. D'accord? Donc ici, j'ai enlevé l'interrupteur K2 et la figure est plus claire. Je vois mieux que C1 est en série avec C2 et que C3 est en série avec C4. D'accord? Alors, ces deux condensateurs C1 et C2 eh bien, vont donner un seul condensateur équivalent, C. D'accord? Alors, quelle est la valeur de C? Comment on fait quand on a deux condensateurs en série? Eh bien, 1 sur C est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. D'accord? C'est comme ça qu'on trouve la capacité du condensateur équivalent. Alors, ce qu'il faut retenir, que vous avez vu en cours, c'est que quand vous mettez des condensateurs en série, eh ben, chacun des condensateurs a la même charge que l'autre et il a la même charge que le condensateur équivalent. C'est-à-dire que je vais avoir Q1 égale Q2 égale à Q qui est la charge du condensateur équivalent à C1 en série avec C2. C'est bon? Alors, sur l'autre branche, eh bien, j'ai C3 en série avec C4. Et le condensateur équivalent à ces deux condensateurs en série, c'est le condensateur que j'ai appelé C'. Donc, dans la mesure où ils sont en série, eh bien, ils vont avoir la même charge, c'est-à-dire Q3 égale Q4 égale à Q', la charge du condensateur équivalent. C'est bon? Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si je veux avoir la charge Q1 et la charge Q2, il suffit que je trouve la charge Q. Si je veux avoir les charges Q3 et Q4, il suffit que j'ai la charge Q'. Alors, comment on fait pour avoir ces charges? Alors, on récapitule là, et Q1 égale Q2 égale Q, et Q3 égale Q4 égale Q'. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir Q et Q'? Eh bien, vous voyez que le condensateur C se trouve entre les deux points A et B, d'accord? C'est-à-dire sous la différence de potentiel V. VA moins VB, c'est la différence de potentiel qui est donnée par le générateur. Donc, j'ai la charge de ce condensateur, eh bien, c'est le produit de sa capacité par la différence de potentiel qu'il y a à ces bornes. À ces bornes, il y a V, sa capacité c'est C, eh bien, je vais pouvoir dire que Q égale à CV, et je vais écrire la même chose pour l'autre condensateur, donc C' qui est équivalent à C3 et C4 en série, eh bien, sa charge, que j'appelle Q', c'est C' multiplié par la différence de potentiel VA moins VB, c'est-à-dire V. Donc, Q égale CV et Q' égale C''V. Alors, conclusion. Dans la mesure où Q1 égale Q2 égale à Q, eh bien, pour avoir Q, je n'ai plus besoin que de C, puisque je connais V, j'ai juste besoin de trouver la valeur de C.
pour avoir Q3 et Q4, qui sont toutes les deux égales à Q', Q' étant égal à C', V, eh bien, il suffit que j'ai la valeur de C' et je pourrais trouver la valeur de Q'. Ça va jusque-là? Alors, qu'est-ce que c'est que C? Eh bien, C, on en a parlé tout à l'heure, on a dit que 1 sur C égale à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Ça veut dire que C, c'est C1, C2 sur C1 plus C2. C', eh bien, C', c'est le condensateur équivalent à C3 en série avec C4, c'est-à-dire que 1 sur C' est égal à 1 sur C3 plus 1 sur C4. C'est-à-dire que C', faut réduire au même dénominateur, hein, et on va trouver 1 sur C' égale à C1, à C3 plus C4 divisé par C3, C4. Ça veut dire que C', en inverse, est égal à C3, C4 sur C3 plus C4. C'est bon? Alors, je reviens à cette ligne où on a écrit que Q1 égale Q2 égale à Q. Et sachant que Q est égal à CV, je viens de calculer C, eh bien Q1 égale Q2 égale CV, c'est-à-dire C1, C2 sur C1 plus C2, V. Et Q3 égale Q4 égale à Q'. Q', c'est C', V. C' étant égal à C3, C4 sur C3 plus C4, eh bien ça me donne les valeurs de Q3 et Q4. Voilà. Alors, je vous laisse vérifier les valeurs numériques. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? C'est bon? Alors, je vous rappelle que quand l'interrupteur K2 est ouvert, eh bien, le résultat de cette ouverture de l'interrupteur K2, c'est que on va se retrouver avec deux condensateurs en série qui seront en parallèle avec deux autres condensateurs qui sont eux aussi en série. Voilà. Et puis, on associe les condensateurs en série pour en avoir un seul. Les deux condensateurs C3, C4, on les associe pour en avoir un seul qui sera C'. Et ensuite, on a C qui va être en parallèle avec C'. Voilà. Alors, je passe à la question 2. Alors, question 2, cette fois-ci, alors je remonte à mon schéma, j'ai l'interrupteur K1 qui est fermé aussi, et j'ai l'interrupteur K2 qui est fermé. Alors, si l'interrupteur K2 est fermé, eh bien, ça veut dire que je relie le point D au point E. Donc, c'est comme si j'avais un seul et même point puisque le potentiel de D va être égal au potentiel de A. D'accord? Alors, ça va être, quel va être, si je devais redessiner mon circuit électrique, eh bien, étant donné que D et E sont confondus, ça va être le même point, eh bien, je vais pouvoir dire que entre les points A et D, alors je reviens ici, hein, j'ai le point D et le point E qui sont confondus. Donc, entre le point A et le point D, j'ai le condensateur C1. Et du côté du condensateur C3, ben, entre le point A et le point E qui est confondu avec D, donc entre le point A et le point D, j'ai le condensateur C3. Donc, je revois mon dessin. J'ai C1 qui est entre A et D, et j'ai C3 qui est lui aussi entre A et D. C'est-à-dire,
que C1 et C3, cette fois-ci, eh bien, ils sont en parallèle. Ils sont tous les deux entre les deux points A et D. Ça va? Alors, je remonte pour voir ce qui se passe pour les condensateurs C2 et C4. Eh bien, le point D et le point E étant reliés, le condensateur C2 va être entre le point D et le point B. Le condensateur C4 est entre E et B, mais comme D est relié à E, ça veut dire que C4 est entre le point D et le point B. Donc, mon schéma électrique, eh bien, ça revient à ça. Entre les deux points D et B, eh bien, j'ai C2 et C4. Donc, ça veut dire que C2 et C4 sont cette fois-ci en parallèle. Ils sont tous les deux entre les deux points D et B. Donc, ils sont sous la même différence de potentiel. Donc, ils sont en parallèle. C'est bon? Alors, ensuite, eh bien, je peux assembler ces deux condensateurs C1 et C2 qui sont en parallèle pour en faire un seul, que je vais appeler C1,3, d'accord, qui aura pour capacité, alors vous vous rappelez les associations parallèles, c'est que la capacité du condensateur équivalent, c'est la somme des deux capacités. Donc, je vais avoir C1,3 qui sera égal à C1 plus C3. C'est bon? Et entre les points D et B, j'ai C2 en parallèle avec C4. Alors, le condensateur équivalent, donc entre les deux points D et B, je vais avoir un seul condensateur qui sera équivalent, qui jouera le même rôle que C2 et C4 en parallèle. Donc, C2,4, c'est le condensateur équivalent à C2 en parallèle avec C4. Alors, vous avez déjà fait les associations de condensateurs en parallèle. La capacité du condensateur équivalent, c'est la somme des capacités. Donc, C2,4, c'est C2 plus C4. Alors, on a beaucoup simplifié notre circuit. On se retrouve finalement avec deux condensateurs en série. C1,3 entre les deux points A et D et C2,4 entre les points D et B. Alors, on va pouvoir, encore une fois, réduire ça à un seul condensateur. Alors, j'ai mes deux condensateurs en série. La capacité du condensateur équivalent, ça va être 1 sur C équivalent égale à 1 sur C1,3 plus 1 sur C2,4. D'accord? Et ça nous donne, en inversant, la valeur de C équivalent. Alors, ce qu'il y a de particulier, c'est que, étant donné que ce sont deux condensateurs en série, eh bien, leurs charges sont égales et elles sont égales à la charge du condensateur équivalent. C'est bon? Donc, si on veut avoir les charges de C1,3 et C2,4, il suffit de calculer la charge de C équivalent et on a la charge du condensateur C1,3 et du condensateur C2,4. C'est bon? Alors, on va appeler V1 la différence de potentiel entre les deux points A et D. Donc, V1, c'est VA moins VD. Alors, c'est à la fois la différence de potentiel aux bornes de C1. C'est aussi la différence de potentiel aux bornes de C3, puisqu'ils sont tous les deux en parallèle. Mais c'est aussi la différence de potentiel aux bornes de leur condensateur équivalent. D'accord? C1,3. Puisque C1,3 se trouve entre les deux points A et D, et c'est l'équivalent de ces deux condensateurs en parallèle. D'accord? Donc, la différence de potentiel V1, qui est VA moins VD, elle est la même pour C1, pour C3
et pour C1,3. Alors, je passe à la différence de potentiel V2. Alors, V2, c'est VD moins VB. Alors, c'est la différence de potentiel aux bornes de C2. C'est aussi la différence de potentiel aux bornes de C4. Mais c'est encore la différence de potentiel aux bornes de C2,4. Puisque C2,4, le condensateur équivalent à ce groupement, se trouve entre les points D et B. D'accord? Donc, j'ai bien la différence de potentiel VD moins VB qui est la même aux bornes de C2, C4 et C2,4, leur condensateur équivalent. Alors, vous m'arrêtez si c'est pas clair, hein. Alors, maintenant que j'ai défini chacune des différences de potentiel, je vais peut-être rester sur la page un petit moment. Alors, je vous rappelle que le résultat, l'objectif de mon calcul, c'est de trouver les charges Q1, Q2, Q3 et Q4. D'accord? Alors, Q1, c'est quoi? Q1, c'est C1 multiplié par la différence de potentiel VA moins VD. C'est-à-dire que Q1, c'est C1 V1. Q3, ça sera C3 multiplié par VA moins VD, c'est-à dire que Q3, c'est C3 V1. Alors, la charge Q2 maintenant. La charge Q2, c'est C2 multiplié par la différence de potentiel VD moins VB. Donc, ça veut dire que Q2, c'est C2 V2. Et Q4, ça va être C4 VD moins VB. Donc, C4 V2. C'est bon? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux, ce que je connais là-dedans, c'est quoi? C'est C1, C2, C3, C4. Pour avoir les charges Q1, Q2, Q3, Q4, eh bien, j'ai besoin de connaître la différence de potentiel V1 et la différence de potentiel V2. C'est bon? Or, la différence de potentiel V1, eh bien, je la retrouve ici, aux bornes du condensateur C1,3. Alors, comment on fait pour avoir cette différence de potentiel V1? Eh bien, il suffit que je connaisse la valeur de la charge, VA moins VB, c'est-à-dire V1, eh bien, ça sera Q divisé par C1,3. Alors, la question est, qu'est-ce que je connais là-dedans? Est-ce que je connais Q? Non. Est-ce que je connais C1,3? Oui, je peux le connaître. C1,3, c'est la capacité du condensateur équivalent à C1 en parallèle avec C3. C'est-à-dire que C1,3, je sais déjà que c'est C1 plus C3. D'accord? Donc V1, VA moins VB, ça va être Q sur C1 plus C3. Alors, il me reste juste à connaître la valeur de Q. Eh bien, la valeur de Q, on a dit que C1,3 et C2,4 étant en série, la charge de C1,3 est égale à la charge de C2,4 est égale à la charge du condensateur équivalent. Alors, qu'est-ce que c'est que la charge du condensateur équivalent? C'est C équivalent multiplié par VA moins VB. Je connais VA moins VB, c'est V. Je peux connaître C équivalent. Alors, on va remonter, revenir à notre dessin du milieu. Alors, pour avoir le C équivalent, faut pas oublier que c'est le résultat de l'association série C1,3, C2,4.
Donc, j'ai besoin de connaître C1,3 et C2,4 pour avoir l'expression de C équivalent. Donc, ce sera C équivalent, ça sera C1,3, C2,4 sur C1,3 plus C2,4. Alors, ici, la différence de potentiel V2, donc VD moins VB, c'est Q sur C2,4. C2,4 étant le condensateur équivalent à C2 en parallèle avec C4, c'est-à-dire que C2,4, c'est C2 plus C4. Donc, la différence de potentiel ici, V2, ça sera Q divisé par C2,4, c'est-à-dire Q divisé par C2 plus C4. C'est bon? Et pour avoir la valeur de Q, je vais à mon troisième dessin. Q, ça sera C équivalent multiplié par V et on va calculer notre C équivalent. Voilà, donc j'ai déjà fait ces calculs. Bon, on les a fait oralement, donc on va revoir les équations. Donc Q1, c'est C1, V1. Q2, alors il y a une erreur ici, une erreur de signe que je vais corriger. C'est C2, V2, d'accord? Je reviens. Voilà. Donc, Q1, c'est C1 multiplié par V1 moins VD, c'est-à-dire V1. Q2, c'est C2 multiplié par VD moins VB, c'est-à-dire V2. C'est bon? Q3, c'est C3 multiplié par V1. Et Q4, c'est C4 multiplié par V2. Alors, je redescends. Donc, j'ai Q1 égale C1 V1, Q3 C3 V1, Q2 C2 V2 et Q4 C4 V2. Alors, on a le moyen de calculer V1 et V2, sachant que V1 c'est Q sur C1,3 et que V2 c'est Q sur C2,4. Et Q étant à la fois la charge de C1,3, de C2,4 et de C équivalent, c'est ce qu'on vient de voir sur les figures de la page 3. Il suffit de chercher, pour avoir la charge du condensateur équivalent, la charge de C1,3 et la charge de C2,4, il suffit de calculer la charge du condensateur équivalent. Donc, C équivalent multiplié par V. Alors, il n'y a plus qu'à calculer C équivalent. Alors, je remonte. Voilà. C équivalent, c'est l'association série de C1,3 avec C2,4. C'est-à-dire que C équivalent, c'est C1,3, C2,4 divisé par C1,3 plus C2,4. Et je remplace C1,3 qui est l'association parallèle de C1 avec C3, C1 plus C3. C2,4, c'est la capacité du condensateur équivalent à C2 en parallèle avec C4, donc c'est C2 plus C4. Voilà. Donc une fois qu'on a calculé C équivalent, eh bien on a la charge du condensateur équivalent, mais on a aussi la charge de C1,3 et la charge de C2,4, ce qui fait que on va pouvoir remonter à la différence de potentiel aux bornes de C1,3 et aux bornes de C2,4, qui sont aussi les différences de potentiel aux bornes de C1. Alors V1, c'est aux bornes de C1 et C3,
et V2, c'est la différence de potentiel aux bornes de C2 et de C4. Donc, V1 égale à Q sur le condensateur équivalent C1,3. Je remplace C1,3 par C1 plus C3 et j'obtiens la valeur de V1. Alors, on fait pareil pour V2. CQ sur C de 4. C de 4 étant la somme des deux condensateurs en parallèle C2 et C4. Et on a V2 qui est égal à 3,6 volts. Bon, après on remonte ici et on remplace Q1 c'est C1 V1, Q2 c'est C2 V2, Q3 c'est C3 V1 et Q4 c'est C4 V2. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Bon, je considère qu'il n'y a pas de questions. Je passe à la suite. Alors, exercice 5. Alors, l'exercice 5, soit un condensateur plan idéal formé par deux armatures P1 et P2 conductrices de surface S et séparées par du vide et d'épaisseur petit d. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un condensateur plan idéal? Alors, idéal, ça veut dire que c'est un condensateur pour lequel il n'y a pas d'effet de bord, c'est-à-dire que on va considérer qu'il s'agit de deux plans infinis en influence totale. Alors, quand vous regardez la valeur de la surface de chacune des plaques, 226 cm², vous voyez tout de suite que c'est pas infini, hein, les dimensions des plaques. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut considérer ces plaques comme des plans infinis? Eh bien, c'est parce qu'ils sont séparés par une distance qui est très petite. Regardez bien la distance, l'épaisseur du condensateur, c'est 0,3 mm. D'accord? Donc, 3 dixièmes de millimètre. Donc, par rapport à une plaque qui fait 226 cm², eh bien, les 3 dixièmes de millimètre, c'est très petit et on peut considérer ces plaques au moment où il faudra faire un calcul de champ électrique, on pourra les considérer comme des plans infinis. Voilà la justification du mot idéal. Alors, premièrement, le condensateur est branché à un générateur de force électromotrice V0. Retrouver l'expression de la capacité du condensateur et la calculer. Calculer la charge portée par chaque armature ainsi que l'énergie emmagasinée. Déterminer les forces qui s'exercent sur les armatures. Alors, on y va pour la question petit a. Retrouver l'expression de la capacité du condensateur. Alors, c'est sûrement quelque chose que vous avez vu en cours. Pour calculer la capacité d'un condensateur, alors je vais voilà. Pour calculer la capacité d'un condensateur, eh bien la méthode, elle est en 3 étapes. Première étape, on calcule le champ à l'intérieur du condensateur.
Deuxième étape, on en déduit V égale V1 moins VB, la différence de potentiel aux bornes du condensateur. Et troisième étape, calculer C comme étant le rapport Q sur V. Voilà. Donc, je reviens à mon exercice. Alors, pour calculer la première étape de mon calcul, ça va être de trouver le champ à l'intérieur du condensateur. Alors ici, quand on vous parle de l'intérieur du condensateur, c'est dans l'espace qui se trouve compris entre les deux conducteurs qui sont en influence totale. Je vous rappelle qu'un condensateur, c'est l'ensemble de deux conducteurs en influence totale. Alors, l'intérieur du condensateur, c'est l'espace qu'il y a entre les deux conducteurs, c'est-à-dire à l'endroit où les lignes de champ qui sortent de l'un vont complètement entrer dans l'autre. Alors, pour un condensateur plan, eh bien, ça sera cet espace compris entre les deux plans. Pour un condensateur cylindrique, eh bien, le champ qu'il faudra calculer, c'est le champ compris entre les deux cylindres. Et pour un condensateur sphérique, eh bien, pareil, le champ qu'il faudra calculer, ça sera le champ compris entre les deux sphères, donc à l'intérieur du condensateur. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est la région qui se trouve entre les deux plaques. Alors, on va appliquer, on a déjà fait ce calcul, hein. Dans l'exercice 19, on avait deux plans qui étaient chargés. Alors, ils avaient des charges de même signe, mais les principes du calcul étaient les mêmes. On a appliqué deux choses. On a appliqué le théorème de Gauss et le principe de superposition. Alors, le principe de superposition, il dit quoi? Il dit que je vais considérer chacun des plans comme s'il était tout seul. Je calcule le champ qu'il donne. Et après, je fais la somme des deux contributions. C'est-à-dire, j'ai pris le plan du haut comme s'il était seul et je regarde le champ qu'il produit. Ensuite, je prends le plan du bas comme s'il était tout seul et je regarde le champ qu'il produit. Et je fais la somme dans chacune des régions. Alors, on avait dans notre exercice 19 les régions A, B et C dans lesquelles on avait fait la somme des deux champs E1 et E2. Alors, ici, on va beaucoup utiliser les résultats de l'exercice 19 et des résultats du cours. Alors, vous avez fait le calcul du champ produit par un plan infini et vous avez trouvé que ce champ était perpendiculaire au plan. Alors, répulsif si le plan est chargé positivement, attractif si le plan est chargé négativement, et le module du champ, on a trouvé que c'était sigma sur 2 epsilon 0, sigma étant la densité de charge du plan. C'est bon, tout ça est bien remis dans vos mémoires, hein. Alors, on y va. Principe de superposition, je fais comme si le plan du haut était seul et je vais m'occuper du champ qui produit. Alors, le champ qui produit, je l'ai appelé E+, comme des charges positives, et il est, alors, perpendiculaire au plan et répulsif. Donc, il va être vers le haut au-dessus du plan et vers le bas en dessous du plan. C'est bon? Et son module, c'est sigma sur 2 epsilon 0. Bon, je vous renvoie aux résultats du cours, on ne va pas refaire la démonstration ici, hein. Alors maintenant, je prends le plan du bas qui est chargé négativement. Il va donner un champ perpendiculaire au plan, donc vertical ici, attractif, donc dirigé vers le haut dans cette région et vers le bas si on se trouve au-dessus du plan. Ça va? Et le module de E-, c'est également sigma sur 2 epsilon 0. Alors, je fais la somme de ces deux champs dans les trois régions.
Dans la région du haut, donc au-dessus du plan chargé positivement, j'ai les deux champs qui sont antagonistes. La somme va donner 0. Ici, les deux champs sont tous les deux verticaux vers le bas. Donc, la somme de ces deux champs, ce sera un vecteur champ qui sera orienté verticalement vers le bas et qui aura pour module la somme des modules. D'accord? Donc, chacun des champs, son module, c'était sigma sur 2 epsilon 0. Donc, je vais avoir ce champ qui aura pour module sigma sur epsilon 0. Alors, dans la troisième région, eh ben, vous avez des champs qui sont de sens opposé, de même module, donc E égale 0. À la limite, on s'en fiche un peu de ce qui se passe au-dessus de ce plan et en dessous de celui-là, puisque l'objet de notre calcul, c'est de trouver le champ à l'intérieur du condensateur, donc juste dans l'espace qui se trouve entre les deux plans chargés. D'accord? Alors, mon résultat, c'est que E est vertical orienté vers le bas et qu'il a pour module sigma sur epsilon 0. Alors, on remplace sigma par Q sur S et j'ai E qui est égal à Q sur epsilon 0 S. Voilà. Donc, je suis arrivée au bout de mon calcul du champ électrique à l'intérieur du condensateur. Alors, on a vu que la deuxième étape, c'était d'en déduire la différence de potentiel entre les deux plaques. Eh bien, on va écrire la relation, puisque c'est une déduction, donc on va partir du champ pour obtenir le potentiel. On va écrire dV, notre fameuse relation dV égale à moins EdL. Alors, le produit scalaire EdL, c'est quoi? C'est EX dx plus EY dy plus EZ dz. Or, la seule composante que j'ai, si je mets un axe OX vertical, la seule composante que j'ai pour E, c'est la composante EX. Donc, je vais dire que dV, c'est moins E dx. Et je vais intégrer. Pour en déduire, je suis ici avec une relation où j'ai la différentielle de V, mais ce que je cherche, moi, c'est V. Alors, on y va. On a notre relation dV égale à moins E dx. Eh bien, on va intégrer les deux côtés et on écrit l'égalité entre les intégrales. Alors, je pars du plan chargé positivement au plan chargé négativement. Je vais dans le sens positif sur l'axe OX. Alors, le potentiel, quand je vais de ce plan à celui-là, eh bien, le potentiel, il varie du potentiel de la plaque du haut, c'est-à-dire V0, au potentiel de la plaque du bas, c'est-à-dire 0. Donc, j'ai dV, j'intègre dV entre V0 et 0. Puisque je vais dans ce sens-là, je vais du potentiel V0, potentiel 0. Alors, moins E, alors normalement je fais moins l'intégrale de E dx, mais comme j'ai trouvé que E était quelque chose de constant, j'ai sorti E de l'intégrale, donc j'ai moins E, l'intégrale de dx, quand je vais de l'armature du haut à l'armature du bas, c'est-à-dire que je vais de 0 à petit d, qui est l'épaisseur du condensateur. C'est bon pour les bornes de mes intégrales? Alors, ça me donne quoi? Eh bien, à gauche, ça va me donner intégrale de dv, ça sera v, à prendre entre v0 et 0, c'est-à-dire 0 moins v0. Et à droite, je vais avoir moins e x à prendre entre les valeurs 0 et d, c'est-à-dire
D moins 0. Donc, je répète, je vais avoir moins V0 égale à moins E petit d. Donc, puisque j'ai des signes moins des deux côtés de mon signe égal, eh bien, je peux éliminer ce signe moins et je vais avoir V0 égale à Q sur epsilon 0S multiplié par D. Alors, comme je cherche la capacité de ce condensateur et que je sais que la capacité, c'est le rapport de la charge sur la différence de potentiel aux bornes du condensateur, eh bien, il suffit de faire Q sur V0 et on obtient epsilon 0S sur D. Alors, la capacité, vous avez dû voir ça en cours, la capacité d'un condensateur, eh bien, ça dépend de la géométrie des deux conducteurs qui sont en influence et ça dépend de la nature du milieu qui sépare les deux conducteurs. Eh bien, on le voit très bien ici dans l'expression de la capacité. Alors, je disais que ça dépend de la géométrie des deux conducteurs, ça dépend de S et ça dépend de la distance qu'il y a entre les deux. Donc, ça, c'est la géométrie de mes conducteurs. Et ça dépend de la nature du milieu qui les sépare. Ça dépend de la permittivité du vide, epsilon 0. Alors, pour faire l'application numérique, vous avez besoin de la valeur de epsilon 0. Alors, c'est pas donné dans l'énoncé, mais vous pouvez la calculer, la valeur de epsilon 0. Il faut se rappeler que dans la loi de Coulomb, la constante K, elle vaut 1 sur 4 pi epsilon 0, et on vous a déjà dit qu'elle valait 9 10 puissance 9. Donc, vous allez pouvoir en déduire la valeur de epsilon 0. Alors, je crois que c'est 8,82, 10 moins 12, il me semble. Donc, vous vérifiez, vous écrivez K égale 1 sur 4 pi epsilon 0 égale à 9 10 puissance 9, et vous en déduisez la valeur de epsilon 0. Bon, après vous mettez cette valeur dans votre expression epsilon 0S sur D et on obtient 0,66 nanofarad. Alors, question petit b. Calculer la charge portée par chaque armature, ainsi que l'énergie emmagasinée. Alors, la charge, eh bien, à partir du moment où on a calculé la capacité, eh bien, la charge, c'est C multiplié par la différence de potentiel aux bornes du condensateur. Donc, C V0, ben, c'est les 0,66 nanofarad multiplié par la valeur de la force électromotrice du générateur. Alors, ça donne une charge, j'ai arrondi, hein, de 8, 10 moins 8 coulombs. Alors, j'ai oublié d'écrire l'énergie. Alors, dans la question petit b, on vous demande aussi l'énergie qui est emmagasinée dans le condensateur. Alors, cette énergie, il y a trois manières de la calculer. C'est soit 1/2 de Q carré sur C. Alors, ici, on a la charge, on a C, donc on peut le faire. Ou bien, c'est 1/2 de QV. Bah, pareil, on a la charge, on a V, c'est V0. Ou bien, c'est 1/2 de CV carré. Pareil, on a la capacité, on a V, donc on, on choisit l'une des trois expressions et on calcule l'énergie emmagasinée dans le condensateur. Alors, petit c, déterminer les forces qui s'exercent sur les armatures.
Alors, les forces qui s'exercent sur les armatures, eh bien, sur chaque armature, eh bien, je vais faire le produit de la charge portée par l'armature multiplié par le champ moyen sur l'armature. Alors, vous avez certainement vu ça en cours. Alors, je peux vous remontrer ça. Non. Non, c'est pas là. C'est avant. Voilà. Alors, vous avez dû faire le calcul du champ au voisinage de la surface d'un conducteur en équilibre. Et vous avez dû voir que à l'intérieur du conducteur en équilibre, le champ est nul. Au voisinage immédiat, c'est-à-dire très très proche de la surface, mais vu de l'extérieur, eh bien, le champ est égal à sigma sur epsilon 0. Mais en réalité, il passe pas brutalement de 0 à sigma sur 2 epsilon 0, mais il va passer d'une manière un petit peu moins raide. Il va passer de 0 à sigma sur epsilon 0. Et on va dire qu'au milieu de la couche superficielle de notre conducteur, parce que la surface d'un conducteur, c'est pas la surface au sens géométrique, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas d'épaisseur. En réalité, la surface d'un conducteur, elle tient sur un certain nombre de couches d'atomes. Et donc, j'ai une couche superficielle et au milieu de cette couche superficielle, eh bien, le champ moyen, c'est une moyenne entre 0 et sigma sur, c'est, enfin, c'est pas une moyenne, mais c'est le, la valeur intermédiaire entre 0 et sigma sur epsilon 0. Donc, ce sera sigma sur 2 epsilon 0. Alors, je reviens à mon calcul de la force exercée sur chacune des armatures. Donc, c'est Q multiplié par le champ moyen sur l'armature. Donc, Q multiplié par sigma sur 2 epsilon 0. Je remplace sigma par Q sur S et ça me donne une force qui vaut Q carré sur 2 epsilon 0 S. Alors, vous voyez que c'est vraiment très très petit comme force. C'est 4 millièmes de Newton. Voilà. On peut passer à la question 2. Bon. Je prends ça pour un oui. Alors, on introduit parallèlement entre les armatures une plaque conductrice L, neutre, de même dimension et d'épaisseur H, le générateur étant branché. Expliquer qualitativement ce qui se passe et représenter la nouvelle répartition des charges, donner l'expression de la capacité équivalente du système et quelle est l'épaisseur H de la plaque si la capacité équivalente vaut 1 nanofarad. On y va? Alors, ce qui va se passer quand vous mettez un conducteur neutre dans un champ électrique, c'est qu'il va se polariser, c'est-à-dire qu'il va y avoir les électrons libres qui vont se déplacer en sens inverse du champ, donc ils vont aller vers le haut à l'intérieur de cette lame. Les électrons, pas tous les électrons, mais des électrons vont aller en sens inverse du champ et sur l'autre face, eh bien, il va apparaître des charges positives, c'est-à-dire que ma lame qui est neutre, qui a une charge nulle, une charge totale qui est nulle, eh bien, va se trouver dans un état polarisé, c'est-à-dire avec des charges
qui sont séparées. C'est-à-dire, je vais avoir sur une face des charges négatives et sur l'autre face des charges positives. Alors, ça, c'est le premier effet. Quand vous mettez la lame à l'intérieur du condensateur, il y a, si vous voulez, l'influence du condensateur sur la lame. C'est-à-dire que le champ électrique va avoir une influence sur l'organisation des charges sur cette lame. Mais il va y avoir la situation réciproque, si vous voulez. Quand vous regardez les charges qui sont sur la lame, alors on va regarder quel va être leur effet, par exemple, sur l'armature du haut. D'accord, l'armature du condensateur, le plan qui est chargé positivement. Alors, vous regardez les charges de la lame, les charges négatives sont plus proches de l'armature que les charges positives. C'est-à-dire que ces charges négatives qui se sont accumulées sur cette face vont donner à l'endroit où se trouve l'armature positive, elles vont donner un potentiel négatif. D'accord? Et les charges positives vont produire à l'endroit où se trouve l'armature un potentiel positif. Alors, faut bien regarder comment sont placées les charges. Les charges les charges négatives sont plus proches de l'armature que les charges positives. C'est-à-dire que si on applique le principe de superposition, le potentiel produit par les charges négatives va être négatif, plus le potentiel produit par les charges positives qui va être positif, mais la distance étant plus grande, celui qui va l'emporter, c'est le potentiel qui est produit par les charges les plus proches. Donc, au total, si on regarde un petit peu le bilan de l'action de cette lame sur l'armature chargée positivement, c'est que cette lame va lui apporter un potentiel négatif. D'accord? Un potentiel négatif, n'oubliez pas que cette lame est reliée à la borne plus du générateur, donc elle se trouve à un potentiel positif V0. Et vous lui rajoutez un potentiel négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de baisser son potentiel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le générateur, s'il n'y avait pas de générateur, eh bien, on dirait que le potentiel de l'armature baisse, et puis c'est tout. Mais cette armature est reliée au générateur. Et le générateur, son rôle, c'est de maintenir une différence de potentiel entre les deux armatures du condensateur. C'est-à-dire maintenir la plaque du bas au potentiel 0 et maintenir la plaque du haut au potentiel V0. Donc la lame qui est en train de baisser le potentiel de l'armature du haut, en lui ajoutant un potentiel négatif, eh bien, elle va faire en sorte que le générateur, pour maintenir le potentiel V0, eh bien, la manière d'augmenter un potentiel qui est positif, c'est d'apporter plus de charges positives. Donc, le générateur va apporter des charges positives supplémentaires sur l'armature du haut. C'est-à-dire que si vous comparez les deux situations, avant de mettre la lame, la charge du condensateur, c'était une charge Q. Quand vous rajoutez la lame, eh ben, vous allez changer la charge du condensateur. C'est-à-dire qu'il va porter plus de charge que, il va porter plus de charge avec la lame que sans la lame. Voilà. Dans la situation précédente, avant qu'on introduise la lame entre les deux plaques, eh bien, le condensateur, il avait une certaine charge. Eh bien, à cause de la présence de la lame, il va avoir une charge plus grande. Voilà. Donc, il y a eu l'effet
du condensateur, donc du champ électrique sur la lame qui a fait qu'elle s'est polarisée. Et le fait qu'elle se soit polarisée, eh bien, ça a influé sur le potentiel de chacune des armatures. Et comme le générateur est là pour maintenir ce potentiel constant, eh bien, il a apporté des charges plus sur la plaque du haut. Comme ces charges plus, il est allé les chercher sur la plaque du bas, eh bien, ça veut dire qu'il a aussi augmenté la charge négative de la plaque du bas. Voilà, donc tout ça est expliqué dans le texte, je ne vais pas vous le relire. Alors, petit b, donner l'expression de la capacité équivalente du système. Alors, qu'est-ce qu'on a comme association de condensateurs? Ben, vous voyez bien qu'on a deux condensateurs qui sont en série, puisque j'ai un plan chargé positivement en face d'un plan chargé négativement. Ce plan chargé négativement est relié à un plan chargé positivement. C'est une association série. Et en face de ce plan chargé positivement, il y en a un autre qui est chargé négativement. Donc on a bien deux condensateurs, un condensateur C1 et un condensateur C2 qui sont en série. Alors, on vous demande la capacité du condensateur équivalent. Eh bien, puisque ce sont des condensateurs en série, on va écrire que 1 sur C' est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Alors, il faut quand même savoir ce que c'est que C1. C1, c'est la capacité du condensateur d'épaisseur D'. Donc, c'est epsilon 0S sur D'. On va appliquer la formule qu'on a trouvée tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était epsilon 0S sur D. Donc, si vous avez un condensateur d'épaisseur D', ben vous mettez D'. Alors, C2, c'est la capacité du condensateur qui se trouve entre la surface inférieure de la lame et l'armature chargée négativement, l'armature du condensateur. Donc, c'est un condensateur qui a pour épaisseur cette distance-là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette distance? C'est D moins tout ça, d'accord? C'est-à-dire D' plus l'épaisseur de la lame qui vaut H. Donc, j'ai C2 égale à epsilon 0S sur l'épaisseur du condensateur, c'est-à-dire D moins D' moins H. C'est bon? Et on écrit que 1 sur C' est égal à 1 sur C2, 1 sur C1 plus 1 sur C2. Alors, faut pas essayer de réduire au même dénominateur parce que quand vous écrivez 1 sur C1, eh bien, vous constatez que C1 et C2 ont le même numérateur. Donc, quand vous écrivez 1 sur C1 et 1 sur C2, ben, vous avez le même dénominateur qui est epsilon 0S. Voilà. Alors, donc, au numérateur, je vais avoir D' plus D moins D' moins H, c'est-à-dire que je vais avoir D moins H sur epsilon 0S, ça veut dire que C' est égal à epsilon 0S sur D moins H. Alors, il y a deux choses assez amusantes dans ce résultat. C'est que vous voyez bien que la distance D' n'apparaît pas dans l'expression du condensateur équivalent. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma lame, peu importe
l'endroit où je la mets, à l'intérieur du condensateur, qu'elle soit proche de l'armature du haut ou proche de l'armature du bas ou qu'elle soit au milieu, peu importe, la valeur de la capacité du condensateur équivalent ne dépend pas du tout de cette distance des primes. D'accord? Puisqu'elle n'apparaît pas ici dans l'expression. Alors, la deuxième chose amusante, c'est une de vos camarades de la section 4 qui l'a relevé, c'est que la capacité du condensateur équivalent est la même que si on s'était contenté, au lieu de mettre la lame H, si on s'était contenté de rapprocher les deux armatures du condensateur et de les mettre à la distance d-h. Donc en réduisant l'épaisseur du condensateur de H, qui est l'épaisseur de la lame. Voilà. Alors, dernière question, on vous demande de trouver l'épaisseur de la plaque pour que la capacité du condensateur équivalent soit égale à 1 nanofarad. Bon, c'est juste une petite transformation. Vous écrivez que d-h est égal à epsilon 0s sur c' et vous en déduisez h, alors on trouve 0,1 mm. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Bon, je vais arrêter.